LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. Selon les pays, ce panneau désigne un loop, un beltway, un ring, une petite ceinture, un boulevard périphérique, voire un périph' pour les intimes. Toutes ces voies de circulation rapide remplissent le même objectif, permettre à la circulation de transit de contourner une grande ville et relier les différentes autoroutes qui y aboutissent. Mais avec l'émergence des préoccupations environnementales, lutte contre les pollutions, développement durable, les nouveaux périphériques sont conçus bien différemment des anciens. Exemple à Tokyo, au Japon, où les périphériques, et ils sont nombreux, survolent la ville. Pollution maximale garantie. Aujourd'hui, changement de stratégie, les extensions seront souterraines. Au Sénégal, c'est tout l'inverse. Les habitants de Dakar viennent de voir naître leur premier périphérique. Avantage, moins d'embouteillages en ville et une liaison rapide avec l'aéroport international. Inconvénient, les usagers doivent respecter de nouvelles règles de sécurité. Comment faciliter les trajets en bus sur les rocades et autres périphes? Grenoble a innové en créant la VSP, voie spécialisée partagée, empruntée par notre chroniqueur Gérard Felzer. Le périph' à Paris, en pleine mutation. Saturé aux heures de pointe dès son achèvement en 1974, il est aujourd'hui la voie de circulation la plus empruntée en France. De nombreux aménagements sont conçus pour le rendre moins polluant et moins bruyant. Cap à l'Est. Au Japon, Tokyo change radicalement de stratégie. Dénoncés par de nombreux habitants comme de vilaines balafres défigurant et salissant la ville, les périphériques aériens sont passés de mode. Les extensions seront désormais enterrées, mais le coût des chantiers explose. Chef cuisinier et fan de conduite, Nobuo Sato emprunte régulièrement les autoroutes de Tokyo. Des voies aériennes qui offrent une vue imprenable sur les grands buildings de la capitale. Surtout, ce réseau dense et tentaculaire est très pratique pour se déplacer d'un bout à l'autre de la grande ville japonaise qui compte plus de 13 millions d'habitants. Comme l'autoroute a une forme circulaire, on peut facilement se déplacer d'une extrémité à l'autre de Tokyo. C'est vraiment pratique, car de cette manière, on peut se rendre dans presque toutes les zones de la capitale. Mais ce service a un prix. 6 € pour les voitures, le double pour les camions. Un coût élevé qui n'empêche pas 1 million de véhicules d'emprunter les autoroutes urbaines chaque jour. L'autoroute de Tokyo traverse la ville et quelle que soit l'entrée qu'on emprunte, c'est approximativement le même prix, 6 €, ce qui est vraiment cher. Célèbre pour ses transports publics modernes et performants, Tokyo est aussi le paradis des autoroutes. L'agglomération du Grand Tokyo compte environ 300 km de voies rapides en pleine ville. Plusieurs rocades ainsi que 9 voies en étoile depuis le centre. 3 périphériques extérieurs sont en cours de construction avec un objectif, inciter les automobilistes à contourner la ville, un changement d'optique radical. Jusqu'à aujourd'hui, la structure des autoroutes était centrée sur la ville. C'est-à-dire qu'elle consistait à faire passer les voitures par la ville avant de les disperser vers l'extérieur. Aujourd'hui, nous nous efforçons de mettre en place un périphérique circulaire de manière à éviter que la circulation traverse la ville. Surtout, 70% de ces autoroutes sont aériennes. Une stratégie née à la fin des années 50, en vue des premiers Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Il fallait alors construire d'urgence des voies rapides au cœur de la ville, et surtout pour un coût minime. Par souci d'économie, une bonne partie de ces voies rapides ont même été construites au-dessus des canaux et des rivières, pour ne pas avoir besoin d'acheter de terrain. Un peu comme si on construisait une autoroute au-dessus de la Seine. Mais ces autoroutes en pleine ville commencent à faire grincer les dents. Taneo Nakamura préside l'association pour la préservation du pont Nihonbashi,
Un pont de Tokyo gâché par une voie rapide en surplomb. Au lieu de rénover cette autoroute vieillissante, il suggère de s'en débarrasser. Et sa pétition a recueilli plusieurs milliers de signatures. Depuis que cette autoroute a été construite, le paysage autour du pont s'est détérioré. Et d'autre part, n'étant plus exposée au soleil, la rivière est devenue trouble et s'est donc vidée de ses poissons. En plus, à Tokyo, la température est élevée. En enlevant cette autoroute, on pourrait gagner 2 à 3 degrés. Il imagine un futur idyllique où le périphérique aurait tout bonnement disparu. Des autoroutes bientôt inutiles selon lui. En enlevant cette autoroute, nous voulons faire du Nihonbashi un lieu que nous pourrons présenter avec fierté aux touristes qui viendront du monde entier. La Société des autoroutes de Tokyo est elle aussi revenue sur sa stratégie aérienne. Dès que la configuration des lieux le permet, elle construit les nouveaux tronçons en souterrain. L'inauguration courant 2015 du tunnel Yamanote marquera l'achèvement du 2e anneau périphérique après 25 années de travaux. Certes plus coûteuse que les voies aériennes, l'autoroute souterraine permet de mieux prévenir les séismes, très fréquents dans la capitale. Le tunnel a été conçu pour résister au séisme, car sous terre, la structure bouge en suivant le mouvement des secousses. C'est donc plus sûr qu'à l'extérieur. Mais l'avantage est surtout environnemental. Une voie souterraine limite la pollution visuelle et sonore. Elle permet aussi de réduire de plus de 90% la pollution locale en oxyde d'azote et particules fines. Dans ce tunnel, nous nettoyons l'air en le faisant circuler. Nous injectons de l'air propre via les bouches d'aération placées au plafond et récupérons l'air pollué par des bouches situées sur le côté de la route. Cet air est ensuite envoyé vers le centre de traitement qui va l'assainir avant de le rejeter dans l'atmosphère. Avant les Jeux Olympiques de 2020, Tokyo doit construire près de 25 km de voies rapides et de grandes artères et achever les 3 périphériques extérieurs. La stratégie consiste désormais à dévier la circulation vers la périphérie de la ville et à enfouir les autoroutes le plus possible. Une question d'écologie et de qualité de vie. Tokyo est parfois surnommée la capitale des autoroutes et des voies rapides, un titre que lui envient les États-Unis et pour cause, regarde ces images. Impressionnant. Celle des échangeurs à proximité des grandes villes entre les rocades, périphériques et toutes les autoroutes qui arrivent vers les centres-villes. Oui. Impressionnant mais peu étonnant quand on sait que sur le milliard de véhicules circulant dans le monde, un quart se trouve aux États-Unis. Oui, et le continent africain, il commence à acheter beaucoup de voitures, de plus en plus, et il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, donc ça pose un vrai problème. Mais les choses évoluent. Merci Gérard pour cette transition. Dakar, capitale du Sénégal, vient d'inaugurer son tout premier périphérique. Objectif, désengorger le centre-ville et relier la capitale du Sénégal à l'aéroport international par une voie rapide. Gros succès auprès des usagers de la route, mais il a fallu créer une brigade d'intervention spéciale pour assurer la sécurité. Le problème à Dakar, c'est la circulation. La capitale sénégalaise compte plus d'1 million d'habitants et son centre-ville est constamment embouteillé. La nationale 1 est saturée. L'ouverture de la voie rapide Dakar-Diamniadio est depuis août 2013 une véritable révolution pour les Dakarois. Ce périphérique qui permet de s'échapper du cœur de la ville permettra à terme de relier le centre de Dakar au nouvel aéroport international en moins de 30 minutes. Parce que moi, je préfère passer par le péage que d'aller passer par la route nationale 1. Parce que c'est plus rentable pour le boulot. Et c'est plus rapide. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, de l'autoroute à péage? C'est pratique, ça va très vite. Je viens de quitter Dakar il y a 7 minutes à peu près. Ces 25 km de route ont nécessité 5 années de travaux et près de 580 millions d'euros d'investissement. Pour emprunter cette première voie rapide à péage de l'Afrique subsaharienne, l'usager devra débourser de 76 centimes d'euros à 2,13 € en fonction du tronçon utilisé. Merci. C'est une grande première en Afrique de l'Ouest. L'État et un opérateur privé se sont associés pour financer le projet. Et l'opérateur se remboursera grâce au péage. Dans cette affaire, tout le monde est gagnant. À Dakar, c'est presqu'île, donc il y a une seule sortie. Les gens mettaient plus de 3 heures des fois. 3 heures pour faire ce tronçon. Maintenant,
En un temps record, moins de 30 minutes, on arrive à Diamniadio. Donc il y a un gain de temps énorme. 6 mois après son ouverture, les recettes journalières au péage représentent l'équivalent de 23 000 €. Légèrement au-dessus des prévisions, le trafic routier est en hausse. Au PC de sécurité, la surveillance est constante et les incidents nombreux, comme cette voiture arrêtée sur la voie d'urgence. Les gens ont besoin de la fluidité, donc personne ne doit stationner comme ça sur le tracé. Parce que les nouveaux usagers de la voie rapide ne se rendent pas toujours compte du danger, les équipes de surveillance sont particulièrement vigilantes. Donc là, je vais voir. Là, je vais essayer de les mettre sur la BAE. Hein. Mais le dépannage à peine terminé, il faut à nouveau intervenir, cette fois-ci sur la bretelle de sortie. Il y en a un autre là-bas, ouais, devant. Pour ne pas avoir à payer la dépanneuse, l'automobiliste tente de quitter la voie rapide par ses propres moyens. Là, vous étiez en train carrément sur la voie circulée de pousser votre véhicule. Et ça, c'est dangereux, ça ne se fait pas. Nous, les petits ouvriers, les petits emplois, nous ne sommes pas contents. C'est trop cher, 1400 francs fois 2. Emprunter le périphérique, c'est un gain de temps de 90 minutes qui équivaut à 7 litres d'essence, soit 9 € environ. Et si la voie rapide désengorge la capitale sénégalaise, elle traverse aussi des zones urbaines très peuplées, comme le quartier de Pikine et ses 86 000 habitants. Et malgré la construction de nombreuses passerelles, certains Dakarois continuent à traverser là où ils l'ont toujours fait. Bon, donc là, les gens, ils créent des passages au niveau des grillages. Parfois, quand on les voit, on les interpelle pour les expliquer que ici, c'est dangereux. Il ne faut pas traverser ici à pied. Aujourd'hui, le périphérique de Dakar est aux 3/4 terminé. Il reste encore un dernier tronçon à construire. Damien Dorville, le directeur de projet, nous amène sur le futur chantier. Nous sommes au PK 24-6 exactement, c'est la fin du tronçon Dakar-Diamniadio, pour rallonger de 17 km jusqu'à la zone de AIBD, Aéroport international d'Yari. Cet équipement routier nécessaire au développement du Sénégal contribue à réduire la pollution au centre de Dakar. Mais ce périphérique pourrait aller plus loin, en favorisant par exemple l'usage des transports en commun entre la capitale et l'aéroport. En France maintenant, comment fluidifier nos périphériques? Fin janvier, les députés ont adopté un amendement à la loi Macron, un amendement qui préconise de créer sur les autoroutes à 3 voies, une voie spécialisée pendant les heures de pointe, une voie réservée aux véhicules peu polluants, ceux qui sont bien équipés, les bus, les taxis, les voitures en autopartage et le covoiturage. Et à propos de covoiturage, aux États-Unis, il y a déjà une voie dédiée. Et il y a certains fraudeurs qui mettaient une poupée gonflable pour faire croire qu'ils n'étaient pas tout seuls. Eh bien, manque de chance, on a mis des caméras infrarouges et puis là, on a pu distinguer les corps chauds des mannequins. Voilà. Ils se sont fait avoir. Et oui. Fini la fraude. À Grenoble, il existe également ce type de voie, une voie spécialisée partagée, que tu as empruntée. J'ai été voir et ça marche. On y va? Allez. D'ici, on peut apercevoir du tramway, des bus, de la circulation, mais aussi du téléphérique avec des nuages qui commencent à recouvrir la ville. Nous sommes aussi dans l'aérien. Bienvenue à Grenoble. Grenoble a toujours été innovante concernant les transports. La preuve, elle est la première il y a plus de 80 ans à utiliser les téléphériques comme transport urbain. Mais comme dans toutes les grandes villes, elle a aussi des problèmes de circulation et elle innove encore aujourd'hui en utilisant les bandes d'arrêt d'urgence réservées aux autobus. Mais c'est pas si simple. Quotidiennement, l'autoroute A48 reliant Lyon à Grenoble est empruntée par 100 000 véhicules. Depuis 2007, un tronçon de 4 km est utilisé en voie spécialisée partagée. Nous sommes ici sur une bande d'arrêt d'urgence qui est de couleurs différentes. Lorsque la circulation est dense, comme ce matin, on l'ouvre à ce moment-là aux autobus, c'est-à-dire aux transports en commun. Cela permet une meilleure régularité, mais tout ceci se commande à travers un PC. Je vous y emmène.
Nous sommes ici dans l'immeuble qui abrite tous les acteurs de la mobilité, que ce soit la circulation douce, que ce soit les tramways, les bus et plus particulièrement le PC qui surveille les autoroutes et les voies rapides de l'agglomération grenobloise. Vous avez derrière moi une centaine de caméras qui surveillent l'ensemble du trafic et plus particulièrement le long de cette bande d'arrêt d'urgence utilisée spécialement ici qu'on appelle la VSP, la voie spécialisée partagée. Ouverte pour favoriser l'utilisation des transports en commun, la VSP a tenu ses promesses. La fréquentation de la ligne de bus Express 1 est passée de 2500 à 5000 usagers par jour. Lorsqu'il y a un ralentissement comme ici, les opérateurs du PC ouvrent alors la VSP réservée aux bus. Mais tout cela est réversible, parce que s'il y a une immobilisation, une panne, un véhicule qui occupe cette VSP, il est toujours possible de revenir en arrière et cette voie spéciale réservée redevient une bande d'arrêt d'urgence où les bus ne sont plus autorisés à circuler. En 2014, la voie partagée a été prolongée de 5 km pour améliorer les temps de parcours et inciter davantage les habitants de l'Isère à laisser leur voiture au garage. Ouais, nous avons activé depuis le PC l'ouverture de cette VSP. Voilà ce qu'on obtient sur l'autoroute, sur le terrain. La voie est ouverte, réservée aux bus et on informe les automobilistes. Impossible de consacrer une émission au périphérique sans parler du périph' parisien. L'histoire du contournement de Paris commence en 1919. À l'époque, on décide de détruire la ceinture de fortification voulue par le roi Louis-Philippe dans la première moitié du 19e siècle pour protéger la ville, mais qui n'a jamais servi qu'à emprisonner les Parisiens dans la ville pendant la guerre franco-prusse de 1871. 1919 donc, destruction et aménagement des premiers boulevards dits militaires, nos actuels boulevards des maréchaux. Mais il subsiste tout autour de Paris une bande de terrain mal aménagée, mal famée, livrée en bidonville qu'on surnomme la zone et ses habitants les zonards. C'est là qu'en 1954, on décide d'aménager notre boulevard périphérique. Début des travaux, 1956. Inauguration du premier tronçon, 1973. Un an plus tard, 1974, le boulevard périphérique est déjà saturé aux heures de pointe et détesté par ses riverains. Embouteillage, bruit, pollution. Faute de pouvoir l'améliorer à cause des multiples contraintes urbaines, aujourd'hui, les projets se multiplient pour le rendre moins nocif. Photographié à 400 km d'altitude, voici l'aire urbaine de Paris. Cet anneau lumineux qui entoure la capitale, c'est le boulevard périphérique. Son trafic automobile est si dense qu'il est visible depuis l'espace. Chaque jour, plus d'1 million de véhicules empruntent le boulevard périphérique, faisant de ces 35 km l'axe routier le plus fréquenté d'Europe. Pour en interrompre le trafic sur une partie, le temps d'une nuit d'entretien, les forces de police doivent canaliser le flux des véhicules en créant un bouclier mobile jusqu'à une porte de sortie. Les voies de circulation deviennent alors étonnamment silencieuses. Les techniciens n'ont que quelques heures pour réparer l'usure générée par le passage répété des véhicules. Même le métal des joints n'y résiste pas. Mais le trafic du périphérique laisse aussi des traces sur les voûtes. Voilà une des raisons pour lesquelles on fait des opérations de nettoyage et de lavage des voûtes des tunnels sur le périphérique. C'est tous les dépôts qui se posent sur les murs et les voûtes, c'est ce qui est recraché par les voitures. C'est la pollution. Dans les laboratoires d'Airparif, chargés de surveiller la qualité de l'air de la capitale, cette pollution inquiète les spécialistes. La circulation du boulevard périphérique génère à elle seule plus d'1 tiers des émissions de particules fines et plus d'1 tiers des émissions de CO2 de toute la circulation parisienne. Les polluants que l'on suit, notamment le dioxyde d'azote et les particules qui sont problématiques, en particulier le long du trafic, on est à des niveaux qui sont plus de 2 fois supérieurs à la réglementation. À 250 mètres de part et d'autre des voies, la concentration des polluants peut atteindre jusqu'à 3 fois les normes de l'OMS. Pourtant, sur cette bande de terrain, 130 000 personnes vivent, dont des dizaines de milliers d'enfants répartis dans 11 crèches et 112 établissements scolaires. Et si le périphérique pollue gravement l'air, il casse aussi les oreilles.
qu'on est largement au-dessus des objectifs de qualité qui sont fixés par l'Organisation mondiale de la santé, puisque pour la journée, ces objectifs de qualité sont autour de 55 décibels, donc on voit qu'on est plus de 20 décibels au-dessus. On est également au-dessus de la valeur limite qui a été prise par la France pour considérer que le bruit devient excessif. Comment préserver la santé de ces milliers de riverains sans dégrader la circulation automobile? Depuis 2011, 3 sections du périphérique ont été recouvertes par des structures puis végétalisées, ce qui permet aux riverains d'entendre un peu plus le chant des oiseaux et un peu moins le bruit de la circulation. Mais tout cela coûte excessivement cher, de l'ordre de 5 000 € le mètre carré, alors que d'autres solutions existent pour des coûts bien inférieurs. Donc nous sommes exactement sur une planche d'enrobé phonique qui a été mise en œuvre sur le périphérique. Il a été mis en œuvre de manière à réduire les bruits de roulement des véhicules qui circulent. Il a des granulats qui sont un petit peu plus petits que les granulats des enrobés classiquement mis en œuvre et également des vides dans la structure importants pour piéger les sons. Mais la réduction de la vitesse est la mesure la plus efficace, la moins coûteuse et la plus immédiate. En décidant en 2014 de la limiter à 70 km/h, la ville a permis de réduire les polluants atmosphériques de près de 5% et de diminuer le bruit de la circulation de 2 décibels. Ce que nous voulons faire, et en tout cas étudier, c'est la possibilité, pourquoi pas, même si les choses ne sont pas encore décidées, de limiter la vitesse la nuit, par exemple entre 22h et 6h ou 7h du matin, de manière à ce qu'il puisse y avoir un véritable gain pour ces 40 000 habitants qui aujourd'hui souffrent du bruit du périph'. Des géographes, des urbanistes, des spécialistes des transports veulent aller beaucoup plus loin. Certains imaginent une nouvelle forme de mobilité, une alternative à l'autoroute urbaine. L'urbaniste Paul Lecloart a étudié comment, dans certaines grandes villes du monde, les autoroutes urbaines disparaissent peu à peu. On peut très bien imaginer que demain, on est effectivement, là où on a une autoroute, on ait un boulevard qui intègre en fait tous les quartiers riverains, au bord duquel on puisse habiter, vivre, se détendre, se distraire, mais aussi travailler. À Séoul, en Corée du Sud, le périphérique, qui était comparable à celui de Paris, a été transformé en 2005 en simple boulevard. Et la rivière souterraine qui était auparavant enfouie sous les voies a été réhabilitée. L'une des leçons des expériences internationales de transformation d'autoroutes en avenues ou en boulevards urbains fait que les gens réfléchissent autrement par rapport à leur déplacement et tendent à ne pas utiliser leur voiture là où ils le faisaient jusque-là. Et c'est parce qu'on a moins de circulation qu'on a plus de mobilité. C'est-à-dire que le fait que certains usagers de la voiture l'abandonnent ou l'utilisent moins fréquemment ou font du covoiturage, fait qu'il y a aussi plus de mobilité à pied, en vélo et en transport en commun. D'ici 2030, les Parisiens pourront arpenter les abords du périphérique en se promenant dans un sous-bois constitué de 3000 arbres plantés entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Villette. Un premier pas vers une nouvelle vie pour un périphérique plus vert. Cette émission est presque terminée. Gérard, je voudrais t'offrir 2 ouvrages consacrés au périphérique. Le premier traite du périphérique parisien. Il s'intitule « Périphérique Terre promise ». C'est un recueil de photos, le travail de 6 photographes réunis au sein d'un collectif, Babel Photo. On y découvre des paysages, les usagers, mais aussi les habitants. C'est un peu intriguant, hein, les habitants du périphérique. Les photos sont magnifiques et elles donnent vraiment à réfléchir sur notre environnement et notre façon de l'occuper. Jusqu'à maintenant, j'aurais jamais pensé à me promener sur le périph', mais ça va le faire. Tu vas te promener aussi sur le périphérique de Toulouse. Urbain, trop urbain, périphérique, intérieur. C'est un récit. Le travail d'un collectif également. Récit agrémenté de photos, de dessins et d'aquarelles. Un travail très artistique, très intéressant. Hop, bonne promenade. Merci Sabine. Alors comme on parle du périphérique de Toulouse, je vais t'offrir une boîte de conserve qui contient le véritable air du périphérique de Toulouse. C'était bonne blague. Non, c'est vrai. Composition, particules, dioxyde d'azote, monoxyde d'azote, oxyde d'azote, monoxyde de carbone. Prélèvement septembre 2014 à l'heure de pointe. Peut contenir des résidus d'oxygène. On se retrouve très rapidement sur transportez-moi.fr ou bien sur notre page Facebook ou bien sur Twitter. Hashtag transportez-moi. Merci Gérard. À bientôt. À table. Plateau 8, 3, 1. Ouais. Bah, tiens.
On les appelle Beltway, beaucoup, mais les choses évoluent. À On a mis des caméras infrarouges qui est capable de détecter le corps chaud. Gros succès auprès des usagers de l'art. LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.